Je voudrais vous souhaiter souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants à ce panel-là. Aujourd'hui, cette session est importante, hein, et nous allons aborder un enjeu crucial, la nécessité de remettre en question les inégalités de genre pour bâtir des systèmes de santé inclusifs. L'inclusivité, moi, me tient beaucoup à cœur et c'est, je crois, ce qu'il y a de plus difficile à l'heure actuelle. Des services de santé ou des systèmes de santé équitables et résilients qui sont au cœur de la souveraineté sanitaire africaine. Les disparités dans l'accès aux soins, à l'éducation, à la recherche ou à la gouvernance tout simplement limitent l'efficacité des politiques publiques et freinent l'atteinte d'une couverture sanitaire universelle. Ce panel donc réunit des experts et des expertes de divers horizons pour explorer des stratégies. Je crois que c'est très, très important de retenir ces mots-clés, des stratégies, des réformes et des innovations sociales qui visent à promouvoir l'égalité de genre comme pilier fondamental de la santé en Afrique. Alors, permettez-moi de vous présenter nos panélistes qui sont en réalité des voix influentes qui sont engagées pour l'égalité et la souveraineté sanitaire. Ces deux chapeaux sont portés par chaque membre de ce panel et c'est extrêmement important que les deux puissent être alliés et aller ensemble et en harmonie. Le docteur Amina Bourahi du Nigeria, elle est à Pathfinder et elle nous parlera de l'équité du genre. Le professeur Christine Ouinsavi du Bénin, présidente du comité directeur du réseau des mentors du partenariat de Ouagadougou. Elle nous parlera des systèmes de mentorat, de réseautage et de partage d'expériences. Madame Ulrich Gilbert de l'UNICEF Sénégal, elle est ici au Sénégal et je vous découvre. En général, on a beaucoup de communication et nous travaillons beaucoup avec l'UNICEF Sénégal. En tout cas, bienvenue, les conseillères régionales en la matière. Vous nous parlerez des données novatrices sur la santé communautaire et la participation des femmes dans la main-d'œuvre des agents de santé communautaire. Je vais laisser à mon co-modérateur présenter les trois autres panélistes et avec des questions très, très précises. Vous avez noté avec moi que chaque panéliste est orienté vers un livrable déterminé pour nous permettre d'avoir à la fin de la session de quoi faire un wrap-up correct et un résumé à mettre à la disposition de nos mandants. Ce que je voulais aussi dire avant qu'on commence ce panel, mon grand, j'aime ça, c'est que moi, je crois que j'ai assisté presque à tous les, euh, toutes les sessions du Forum Galien Afrique. Et je ne peux pas continuer cet exercice qu'on est en train de faire sans dire un mot à la présidente, sur la présidente du Forum Galien Afrique. Eva nous ne sommes pas promotionnaires, mais nous sommes de la même génération. Je suis promotionnaire à son mari, qui est un homme fabuleux que j'ai connu, on a eu les mêmes bancs, on a été assis sur les mêmes bancs. Quand quelqu'un était en retard, nous étions trois, et quand l'un d'entre nous était en retard, les deux autres lui gardaient la place. Depuis le PCEM, pour vous dire que une grande fidélité. Mamadou, tu représentes énormément de choses à nos yeux et aux yeux de nos familles, parce que nos enfants nous ont vus également évoluer avec cette proximité-là. Eva, et c'est bien qu'elle ne soit pas dans la salle, mais ce que j'ai appris de mes enfants qui la fréquentent, d'autres enfants qui sont avec les miens et que je coach tous les jours hein, dans la vie au quotidien, ils m'ont, parce qu'il y a des garçons et des filles, ils m'ont tous dit, la spécificité de Tata Neva, c'est qu'elle est généreuse. Elle est généreuse dans son savoir. Elle partage volontiers son savoir. Elle vient passer son temps. Je crois qu'elle mérite des applaudissements. Parce que je prends ça du fond du cœur.
On peut être efficace, on peut être pertinent, on peut être compétent, on peut être apprécié, mais on peut ne pas être généreux de son savoir pour partager. Et ça, c'est la spécificité de Eva. Ah, mais en tout cas, moi, c'est la première et je le reconnais volontiers. Et je lui ai dit que je vais le répéter. Et je le répéterai là où il ne sera pas. Voilà, comme ça, il ne pourra pas me répondre. Voilà, merci donc pour les trois autres panélistes. Je voudrais, James, si tu veux bien, faire leur introduction. Je les salue, bien entendu, et puis nous allons commencer après. OK. Voilà. Merci infiniment, professeur. Bonjour tout le monde. Je m'appelle James Emmanuel Wanki, conseiller régional pour les affaires politiques intergouvernementales au Fonds des Nations Unies pour la population, couvrant la région de l'Afrique de l'Ouest du centre. J'ai le plaisir de représenter aujourd'hui le directeur régional, le Dr Senen, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui pour raison de déplacement professionnel. Je suis accompagné de deux collègues aujourd'hui, Madame Nicolette Moody, notre conseiller régional genre et droits humains, et Madame Cheffelui, qui est notre conseiller plénipotentiaire et assistant de notre directeur régional. Donc, avec votre permission, je souhaiterais passer à la langue anglaise, mais non. Okay, I'm extremely, really honored to be here and to share this stage as a co-moderator with somebody who is very eminent, Professor Ndioron, who has had a very distinct international career, an expert in migration, leadership, development, former minister, social development, minister of women, children, family. It's a long bio, and I encourage you to read it. But it's such a pleasure to be here and to be with you to talk about a subject that is so important, health sovereignty, but also the impact of gender equality in shaping health outcomes and policy challenges in the African region. I have been to do justice to introduce the rest of our panelists. So it gives me immense pleasure to introduce Dr. Sheikh Saad Boussa from Senegal. Dr. Saad has over 28 years of experience planning and managing monitoring programs in health sector in Senegal, including child survival, neonatal, maternal health, community reproductive health, and STI programs. He has a very extensive profile. He's previously worked World Bank, and is currently executive director of ADEMAS, which is the of social marketing in Senegal. Please, he deserves a round of applause. And it gives me immense pleasure also to introduce Dr. Yusuf Bamba from Ramapsen. He has been a wonderful colleague and partner working with us UNFPA on advocacy and making sure that the information gets to the right people at the right place. So it really is a pleasure to introduce him. Dr. Bamba is the president of the African Media Network for the Promotion of Health and Environment, Ramapsen. And as I said, we and UNFP have worked very closely. And finally, I am delighted, I suppose she's online. I'm delighted to introduce Dr. Namrata Singh from India. Dr. Singh is a public health professional with 10 plus years of working experience in public, non-governmental, and private health organizations across Asia and Africa. She's currently lead public health consultant at Empower School of Health, where she provides technical guidance, leadership and capacity building related to medical education, sexual reproductive health, health supply chains, and delivering programs with gender inclusive focus. So without much ado, ça me donne énormément de plaisir de repasser la parole à vous, Excellence. Pour tant de délicatesse. Je voudrais donc qu'on ouvre le panel par Amina, le docteur Amina Doraï du Nigeria. Et je voudrais, Amina, que vous nous parliez un petit peu d'équité et de genre dans le cadre du leadership féminin en Afrique et dans le cadre de la consolidation des réformes que nous avons tous entrepris dans nos différents pays. Vous avez été au dîner hier et vous avez vu qu'il y a énormément de choses qui ont été faites depuis nos indépendances en Afrique, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais dans tout ce cadre-là, comment l'équité de genre peut être placée
et comment l'équité de genre peut faire des résultats dans nos différents programmes. Merci. Thank you very much. Unfortunately, my French is only at bonjour. So good morning, everyone. And I'm really honored to be invited as a speaker on my first ever Ghanaian Africa Forum. This is the first time I'm at this forum, and I think I am going back home with a lot of inspiration, a lot of support network, because this forum to me really embodies what we need in Africa when we're talking about women's leadership, when we're talking about equity and gender inclusion. First of all, I would just want to recognize the president of the Ghanaian Africa Forum, even though she's not here with us. But why I want to do that is because of an interesting story. I was invited by one of her team members when she went to Nigeria for another conference, and we got talking, and we realized that a lot of us as women are doing a lot individually, but we need to continue that connection, supporting each other and amplifying each other's voices. So I got that invitation through Dr. Aisatu, who is one of the team members, but I think she's not here today at this session. But then in September, I was at United Nations General Assembly, and I was at a forum organized by the Foreign Policy. And at that forum, Professor Awa Marie Kolsek was one of the speakers. And that was the first time I heard about Prof. And the session was very powerful. And two women leaders in that session, including a minister, I think in one or another African country, was also a panelist. And up till today, I went home talking to my family about the strong women leaders that we have in Africa that all of us need to know about. But then the interesting thing that happened was that during break, I was seated, by the side and trying to do some work on my phone. Then Professor Awa Marie saw me and asked her assistant to call me. I'm like, why is she calling me? But when I came, what she said is that I know you're African and I think I need to know you. So I was so surprised that singular, action shows who Professor Awa Marie Kolsek is, because when she sees people, especially women that are in spaces that they need to connect, I think it means a lot. So quickly, just to say a bit about, gender equity, leadership, and also the representation of women. I'm based in Nigeria, and I'm from Nigeria, but I work as Pathfinder International's Regional Portfolio Director for West and Central Africa. And we have been in this space for over 70 years in the space of women's health, especially reproductive health and rights. But what we have realized in the last couple of years, which we all know, so there's nothing new that I'm going to say here really, it's just to try to reiterate the important points, is that women are the bedrock of societies, and health systems need to be intentional about being ready and able and willing for women to access healthcare without financial hardships. We are all based in Africa, or most of us are based in Africa. Some of the challenges that we face in terms of the health sovereignty and also the system readiness for women, I don't think we should still be at this stage, because one, we're talking about education. A lot of our women are not educated. Nigeria has the highest percentage or number of out-of-school children, and many of them are women from the northern part where I come from. And I know how education really affected me and changed my life. And I'm a very big advocate for women's education, women's rights. My father, someone talked about their own dad as well today in the session. My father is a feminist. And he doesn't believe in mediocrity, especially for women. He believes that every individual, whether male or female, has to stand on their own. And we're starting here. But most importantly, women, when they start, especially as girls, when they are able to even become educated, when they come to the leadership level, they're not able to move further. Why? Because they have issues to do with family, caregiving, that no one is there to support them with. And I think for us as women,
as part of the Gallian Forum, how do we support caregiving? How do we ensure that all these, scientific discoveries we're able to also relate to our major issues, which is to support women to build families and build their professions? Thank you once again for having me, and I have more to say, but I know there's no time. Thank you. Merci. Oui, oui, c'est essentiel. C'est essentiel que les résultats de la recherche puissent aider les femmes à améliorer comment on entretient la famille, comment on peut rendre les efforts que l'on fait, que l'on investit dans la famille soient soutenables. The sustainable development inside the family, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Mais si vous nous proposez des solutions, nous allons en tenir compte. Je voulais juste demander à nos organisateurs, est-ce qu'il y a des rapporteurs dans la salle? Est-ce que dans la session, quelqu'un prend note pour que nous puissions avoir dans le rapport final, que l'on puisse être fidèle au retour que l'on donne? Sinon, s'il vous plaît, aux organisateurs, je peux te parler, ma grande? Tu peux gérer cela? Voilà, j'aimerais bien parce que on a besoin de résultats, de propositions très claires pour ne pas juste réinventer la roue et faire des redites à chaque conférence. Je vous remercie. Merci à toi, Amina, pour cela, pour la question du genre et de l'équité. Et je voudrais que l'on passe au panéliste 2, donc, ma chère Christine, que tu puisses nous parler du mentorat et du réseautage, de l'actualité surtout, et des impératifs pour que l'on change de méthode de travail si on veut faire différemment que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça commence à compter depuis les indépendances, que on est tout à fait conscient de ce problème d'aider, de prendre la main de nos jeunes, mais en fait, en termes d'effectivité, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on voudrait t'entendre là-dessus. Très Tu as bien. la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voudrais à mon tour saluer toute l'assistance et saluer en particulier les organisateurs de ce forum. Je voudrais dire toute ma reconnaissance à professeur Awa Marie Kolsek pour m'avoir invité à prendre part à ce forum. Je dirais multiples forums parce que forum des jeunes, forum des femmes, forum scientifique. J'avoue que pendant longtemps, quand j'entends Galien, Forum Galien, je me suis toujours dit c'est l'affaire des médecins. Alors, mais j'ai compris qu'au-delà des aspects techniques relatifs à la médecine dans notre pays, disons sur le continent, il y a d'autres aspects très, très importants qui concourent au développement humain, qui concourent au développement de l'Afrique, dont les aspects de leadership féminin, les aspects de mentorat, de réseautage et autres. Et c'est en cela que ma présence ici me fait vraiment plaisir. Et je voudrais dire effectivement que à l'occasion de ce forum, nous avons discuté depuis quelques jours, déjà à partir du forum des jeunes, d'un certain nombre d'aspects je dirais, de comment booster un peu la jeunesse, comment amener la jeunesse à prendre une part active dans le développement de l'Afrique. Alors, parlant des questions relatives à la santé, nous savons qu'aujourd'hui, depuis les 2 dernières décennies, on peut se dire que la plupart des indicateurs qui sont relatifs au développement dans le domaine de la santé ont connu de progression. Cependant, je crois que les inégalités persistent toujours. Et ces inégalités persistantes touchent beaucoup plus la femme. Beaucoup plus la femme parce que quand on parle de mortalité maternelle, c'est la femme. Quand on regarde un peu les inégalités milieu rural, milieu urbain, c'est la femme. Quand on regarde les inégalités hommes-femmes pénalisées, c'est encore la femme. Alors, il y a un certain nombre d'aspects qui méritent quand même que l'on puisse changer les donnes, que l'on puisse modifier largement tout ce qui se fait jusque-là. On ne dira pas que beaucoup de choses ne se font pas, beaucoup de choses se font. Et pour pouvoir aller modifier un peu tout ça, il faut donner de l'énergie, il faut accompagner
je dirais la jeunesse, mais pas que la jeunesse, il faut accompagner tout le monde à pouvoir prendre une part active, n'est-ce pas, dans la modification, dans la transformation de ce qui se fait pour atteindre les résultats. Et c'est en cela que le mentorat et le réseautage deviennent, je dirais, des leviers humains importants pour pouvoir atteindre ces résultats. Levier humain en ce sens que quand nous parlons du mentorat, nous savons que le mentorat renforce, n'est-ce pas, tout ce qui est déjà potentialité existante. On a vu des jeunes qui se sont lancés, qui ont fait de la recherche, qui sont arrivés à des résultats. Alors, il a fallu qu'on puisse leur tenir la main, qu'on puisse leur décliquer quelque chose en eux. Alors, le mentorat joue ce rôle-là. Et nous en avons besoin dans tous les secteurs, et particulièrement pour ce qui nous concerne ce jour, dans le secteur de la santé. On a besoin de ce mentorat pour amener vraiment la jeune génération à pouvoir s'inspirer déjà de ce qui existe, mais également à pouvoir développer toute sa potentialité et mettre à la disposition du développement tout ce qui s'est fait. C'est ce qu'on a vu à travers beaucoup de résultats d'innovation qui ont existé. Alors, l'autre aspect, c'est le réseautage. Le réseautage, lui, par contre, je dirais, relie les différents acteurs, relie les acteurs aussi bien acteurs de terrain, chercheurs, partenaires, décideurs, tout et tout. Le réseautage vient relier tout cet ensemble-là pour permettre à ce que tous les efforts qui sont faits jusque-là puissent je dirais, se mutualiser et montrer plus d'impact. Je donnerai un exemple parce que, comme je le dis, depuis que nous sommes là et que nous avons vu tout ce qui se fait, on a entendu beaucoup plus parler de efforts, résultats, mais à chaque fois, les innovateurs, ceux qui obtiennent des résultats disent toujours, voilà, nous sommes à l'étape de résultats, mais comment est-ce que nous allons mettre à disposition, nous allons faire profiter ce résultat à toute la communauté ou à un ensemble beaucoup plus grand? Il y a une barrière qui se présente à ce niveau. Alors, cette barrière-là, je pense que le réseautage devrait être renforcé parce que aider quelqu'un à frapper à une porte pour que la porte s'ouvre, c'est quelque chose de très important. Et ce n'est qu'à travers ce réseautage qu'on peut l'avoir. Bénéficier, n'est-ce pas, de carnet d'adresses, bénéficier des connaissances, bénéficier de la disponibilité également de quelqu'un pour pouvoir ouvrir une porte et mettre à disposition ce que l'on sait déjà faire, ce que l'on a réalisé. Je pense qu'il faut développer le retard pour arriver à ces résultats. Et moi, personnellement, je suis là au titre de représentant de OULA, représentant de, je dirais, la présidente du réseau des mentors OULA, et c'est à ce titre que j'ai été invitée. OULA, entendons Ouagadougou Partnership Women Leadership Accelerator, qui est cette structure qui a pris sur lui la nécessité de constituer un vivier de jeunes femmes très talentueuses qui, sous l'impulsion de cette structure-là, à travers des formations, à travers du coaching, du mentorat, arrive à faire vraiment des merveilles. Alors, je pense qu'en voyant un peu tout ce que le Forum Galien fait, je fais fortement une similitude, beaucoup de similitudes à travers tout ça, à la seule différence que OULA intervient dans les 9 pays d'Afrique francophone qui appartiennent à ce partenariat. Donc, je voudrais dire que mentorer les jeunes femmes, les jeunes hommes aussi, je ne dirais pas que les femmes, mais les femmes beaucoup plus parce que cette inégalité pèse beaucoup plus sur les femmes. Mentorer les jeunes aujourd'hui, mais également les mettre en réseau, mais également créer le réseau intergénérationnel entre différentes générations permet de pouvoir mettre en valeur toute la potentialité de cette frange-là pour que nous puissions voir le développement de l'Afrique tant prôné qui nous a réunis ici. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, chère Christine. Je crois que c'est important de bien construire sur le mentorat, effectivement. Et de le faire mieux qu'on l'a fait jusqu'à présent. C'est important d'insister là-dessus parce que les jeunes en ont besoin. Le travail intergénérationnel pour lier les différentes catégories de personnes qui ne sont pas obligées de penser la même chose et au même moment, c'est important de réussir en mentorat. Mais le réseautage aussi est un puissant levier pour le travail qu'on a à faire dans le leadership. Et je voudrais juste dire que pour la question de Galien, en fait, Galien n'est pas seulement pour la médecine. Galien, c'est la santé publique. Galien, c'est les déterminants sociaux de la santé. Et il n'y a que ici où l'on retrouve la plupart des indicateurs que nous avons eu à définir quand on a travaillé dans la commission des déterminants sociaux de la santé avec l'OMS à l'époque. Donc, c'est tout à fait normal que Galien soit aussi multisectoriel et pluridisciplinaire. Voilà. Merci beaucoup, ma grande. Je vais maintenant passer la parole à... Non, non, c'est Gilbert, hein? C'est Madame Ulrike de UNICEF pour que vous puissiez nous parler des nouvelles sur la santé communautaire et la participation des femmes dans la main-d'œuvre des agents de santé communautaire. Vous avez la parole. Thank you so much. I hope this microphone works. So thank you so much, Madam Moderator, and thank you so much for the invitation. It is my second time to be here at the Forum Galien, and it's my first time to be on a panel, and it's an absolute honor to be here. As you said, I'm Ulrike Gilbert Nandra. I'm the Regional Health Advisor for UNICEF. And I think I hope you forgive me as well that I speak in English. Thank you so much. Absolutely polyglot. Yeah. Thank you so much. So I wanted to also share with you a sense of urgency. And that is this region, West and Central Africa, is home to 12% of children worldwide, but 40% of all child deaths are happening in West and Central Africa. There has been progress, and that's fantastic, but still way too many children die due to preventable causes. And as the previous speaker mentioned, maternal mortality continues to remain unacceptably high because it can be prevented. One of the key strategies to reduce and bring change is community health approaches as part of primary healthcare strengthening. And I'm so very glad to mention that the Galien Forum emphasizes the importance of public health approaches. So community health, what I wanted to share a few thoughts about it. In 2024, a continental survey was done. And by and large, when colleagues talk about community health, they assume that it's many women who deliver the service. But I want to share with you that indeed, in this region, it is 63% who are men who are delivering the service, and only less than 40% are women. And that in terms of inequality in itself, to have access, the opportunity to do so. I also wanted to share with you that it's important to pay attention then to country-specific details. So countries like Gambia, Guinea-Bissau, and Liberia, and Côte d'Ivoire have the lowest rates of female enrollment in community health programs as agents of change. Vis-a-vis countries like Mauritania and Nigeria and Mali, who have very high rates. And that is by design. It's not by accident, because these countries have addressed, the typical social and cultural barriers which many women face at community level. Things like literacy rates, what are women allowed to do at community level,
their domestic roles, and then importantly, what are the nomination processes to become a community health worker? What are the criteria? Are they inclusive or are they exclusive? Are they excluding women by design? So when we have looked at the data, Madam Moderator, we're very pleased that 17 countries are now to disaggregate data routinely. And that needs to continue, and it needs to be indeed all countries. When we talk health security, we must make sure that data at all levels is disaggregated by gender and by age. Then I wanted to speak a little bit about financial insecurity and limited support. In many countries, UNICEF and other partners are working that community health workers become part of the professional workforce of the health system, recognized, certified, with fair remuneration and policy in place to support them. So there's good progress in many countries which are committing to that. There's limited fiscal space, but there is a real opportunity and a wind of change and leadership amongst governments who are looking and understanding the benefits to invest in that health delivery platform. When governments make these commitments, it's really important to be intentional about gender equality in that workforce. So that means in terms of pay, in terms of enrollment criteria, and in terms of support. Mali, for example, has made recently progress. They're designing an e-learning platform, the government is. And e-learning, as you know, for many reasons is often disadvantaging women to access digital platforms to participate in these kind of training opportunities. So there are ongoing dialogues right now, right as we speak, ongoing in the country on how do you make that intentional, that women can easily join these e-learning platforms and benefit from certified training. I wanted to share one or two other thoughts about, basically, it is women not just as recipients of health services, but women in the workforce, and that the community health platform is being recognized more and more as a professional, as a platform which is being professionalized with opportunity for millions of jobs for women as local leaders to participate. Therefore, women's leadership and inequality issues, at all levels. And when we look at mentorship and support, not to forget the important community level where women are already making a major difference, but that needs to be done in terms of reforms of policies. It needs to be institutionalized by design. So countries are thinking about quotas, for example. Countries are reviewing what are the criteria to access and to look at remuneration. And finally, that needs to be designed to speak to women's realities. They have many, many roles, and that needs to be reflected and supported of the many roles women play in their lives. Thank you so much, and back to you. Merci beaucoup, Madame Gilbert. C'est important le rôle communautaire ici. Certains d'entre nous étions hier au dîner ministériel. On s'est rendu compte que peut-être ce qui manquait, l'échelon qui manquait dans la chaîne, c'était effectivement la mobilisation de ce niveau communautaire. Comment le réseautage, comment le mentorship également peut aider, doit absolument atteindre le niveau le plus basique, le plus élémentaire, si on veut réussir le bout de la chaîne. Merci beaucoup. Voilà nos trois premiers panélistes. Je voudrais passer la parole à Dr. Singh et pour la modération des trois autres distingués panélistes. Je vous remercie. Vous avez la parole, docteur. Merci infiniment, Excellence. I think that before I move on to our next
panelist, Dr. Sa, I think it's also very important to draw some important trends from what our panelists have already spoken about. And let me just share some statistics with you about maternal mortality in this region. Every 4 minutes, a woman in this region dies as a result of pregnancy or pregnancy-related complications. Every 4 minutes. 1 in 3 girls in this region becomes a mother while still a child. And we lose a baby, a newborn baby, every 17 seconds in this region. So it's really a big issue. And a key part of health sovereignty must be the urgency to address maternal mortality in an accelerated fashion. I think that is very important to underscore. And to do so, we must make sure that we have the highest support at the highest level of political power across the country. Because if it's not at that high level, then we just keep talking about medicines, we keep talking about doctors, but really it is political. Professor Mahmoud Fatala once reminded us that women are not dying because we do not know how to cure some of the diseases that they are suffering from. They're dying because we as a society, we've not yet made up the decision that their lives are worth saving. And that decision-making is political. So I want us to begin to look at those structures of power. Gender inequality is political. It's about power. Resource distribution is political. It's power. Prioritization, political, power. So unless we understand this, and unless we understand the importance of the multi-sectoral approach, which Prof. Joe has already alluded to, then we'll fill in this. Which is why UNFPA recently launched a regional roadmap for the accelerated reduction of maternal mortality, which for the first time is looking at maternal mortality reduction from an intersectoral perspective, all of the society approach, and really anchoring on bringing political decision-making at the core of this process. So I wanted to talk about that, just to bring up this back home. Now, over to you, Dr. Sa. Access to healthcare remains a major issue in rural and hard-to-reach areas. Can you kindly share with us your experience as a social marketing and community action company? OK, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour, chers participants. Je voudrais d'abord commencer par, en tout cas, remercier, comme l'a fait mes prédécesseurs, le Forum Galien, qui est une excellente opportunité pour partager, en tout cas, des expériences et s'enrichir mutuellement. Donc, moi, je suis docteur Sarr. Je suis directeur exécutif de ADEMAS. ADEMAS au Sénégal. ADEMAS, c'est une agence de marketing social. Et je voudrais également remercier tous mes collègues panélistes qui sont ici présents et qui ont eu à faire vraiment des interventions très pertinentes par rapport au sujet. Monsieur le modérateur, chers participants, nous sommes tous convaincus, et nous avons des chiffres à l'appui, que l'accès aux services de santé pose un problème en Afrique. Si aujourd'hui, en 2025, il y a des femmes qui ont eu des grossesses jusqu'à terme et n'ont jamais fait de CPN, qui n'ont jamais vu de médecin ni sage-femme dans nos pays. Si aujourd'hui, en 2025, on vous dit qu'il y a des femmes qui accouchent dans les champs, les pharaons, personnellement, nous avons été interpellés plusieurs fois pour le cas des femmes qui entrent en travail alors qu'elles étaient dans les champs en train de travailler. Donc, ce problème d'accès, d'équité, est réel au Sénégal et en Afrique. Non seulement entre milieu urbain et milieu rural, mais au sein même des zones urbaines.
il y a beaucoup de populations qui ont des difficultés d'accéder à des services de santé. Évidemment, je suis d'accord avec le professeur, ça touche plus les femmes, ça concerne plus les femmes. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les taux de mortalité en Afrique maternelle, mais c'est encore alarmant. Et comme disait le président tout à l'heure, le modérateur, vraiment, il y a un rôle important de la société civile, mais des acteurs politiques, pour arriver à ce plaidoyer, pour mieux prendre en charge la santé des femmes. Alors, pourquoi ces problèmes d'accès? Il y a d'abord des problèmes d'accéder même à l'information, à la demande. Parce que la plupart de nos populations ne savent pas peut-être où aller pour accéder à un service adéquat. Et aujourd'hui, bon, je dirais que il y a les structures de marketing social existent un peu partout en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Et le rôle du marketing social, c'est d'aider les pouvoirs publics pour vraiment arriver à l'atteinte des résultats. C'est une stratégie. Et la première composante de cette stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment aider les populations pour avoir la bonne information. Par différents canaux, n'est-ce pas? On a les médias, le digital, et même des personnes ressources à qui on peut appeler discrètement pour demander des informations, etc. Donc, la première composante de la stratégie du marketing social, c'est de donner la bonne information pour que les populations, les femmes puissent avoir cette bonne information pour également faire le changement de comportement. La deuxième stratégie du marketing social, après avoir créé la demande des services, il faut que les populations aillent demander les services. Mais pourvu que ces services existent et que ces services non seulement existent, mais soient accessibles. Nous avons été au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Guinée. Il y a un seul véhicule qui se déplace durant ces villages-là pour aller au niveau de la capitale régionale. Si vous ratez ce véhicule, c'est le lendemain. Et aujourd'hui, comment faire pour que les femmes puissent accéder aux services? Si aujourd'hui, s'il faut faire, je ne sais pas moi, 10, 15, 30 km pour accéder à un poste de santé. Donc, le marketing social aussi essaie de rapprocher les services aux populations qui habitent dans les zones enclavées. C'est pourquoi les ministères sont tous d'accord sur la nécessité de mener des stratégies avancées, des services mobiles, pour aller apporter les services auprès des populations. Nous avons organisé beaucoup d'activités autour de marchés hebdomadaires. Parce que c'est difficile de faire le tour des villages avec les services, mais tu peux aller dans une zone ou une localité où il y a une affluence des populations. Parce que dans nos populations, dans nos milieux, il y a des marchés hebdomadaires et les gens se déplacent pour aller vers ces marchés hebdomadaires chaque semaine. Il faut en profiter pour aller apporter à proximité les services. Et nous remarquons que si nous sommes là durant ces marchés hebdomadaires, il y a vraiment une affluence pour demander des services de santé. Le troisième, en tout cas, point sur lequel je voudrais insister, c'est que le marketing social aussi permet d'améliorer la disponibilité des produits. Parce que quand on dit demande, la personne vient chercher. Disponibilité des services, les services sont là. Mais si les produits ne sont pas là, ça pose problème. Donc, parce qu'il faut des produits pour soigner, il faut des produits par rapport à l'utilisation. Donc, le marketing social essaie de faire de telle sorte que les gens puissent accéder à des produits de santé et les utiliser s'ils en ont besoin. Et donc, c'est dans ce cadre-là, sur plusieurs thématiques, le marketing social essaie
de mettre à la disposition des populations des produits à des coûts moindres. Et nous avons fait le plaidoyer pour que certains produits soient vraiment au niveau décentralisé. Parce qu'on ne peut pas aller tout le temps à la pharmacie. La pharmacie se trouve, pas moi, à 20 km. Il faut que certains produits soient disponibles au niveau communautaire et que les populations puissent se servir. Et même dans le secteur privé, vraiment, dans le secteur privé, dans les boutiques de quartier, certains produits peuvent être décentralisés. Je donne l'exemple des préservatifs. Si aujourd'hui quelqu'un a besoin de préservatifs, il n'a pas besoin peut-être d'aller à la pharmacie. C'est juste au niveau de la boutique quartier qui peut trouver ces produits. Donc, c'est vraiment comment améliorer la disponibilité de ces produits-là. Donc, pour dire que aujourd'hui, si nous voulons améliorer, moi je dirais pas l'équité, mais c'est un droit à la santé. Si on veut améliorer ça, nous devons faire de telle sorte que les populations, les femmes puissent connaître, avoir l'information par rapport à la demande des services, aillent chercher des services, et que ces services soient disponibles à vraiment des endroits où ils peuvent accéder facilement. Et enfin, il faut que les gens puissent vraiment bénéficier des produits de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment, docteur Sarr. Vraiment, vous avez souligné plusieurs problèmes. Hein. L'accès aux services sanitaires. Vous avez parlé du fait que les femmes accouchent dans des chambres et dans les maisons. Vous avez parlé de problématiques d'équité, qui est assez réel en Sénégal. Et surtout, vous avez parlé de problèmes de l'accès à l'information. Ça, je pense, est très important. Avec votre permission, je tourne la parole maintenant vers Dr Bamba de Ramapsen. On constate qu'il y a d'énormes défis à relever pour la mobilisation des médias dans la lutte pour l'égalité des genres. En tant que Ramapsen, est-ce que vous pouvez partager votre expérience? Ok, merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Excusez-moi, mais je vais demander au modérateur, je ne suis pas un docteur. Je rends hommage à tous les docteurs. Je suis un journaliste professionnel qui est à la tête d'une organisation, donc il ne faut pas usurper les titres. Voilà. Merci, monsieur James. Voilà. Mais bon. Alors, moi, je ne voudrais pas aussi me soustraire de la reconnaissance générale des panélistes à l'égard de l'association Galien et à sa présidente, à l'égard de sa présidente. Vous savez que si nous sommes assis ici, cela vient de quelque part. Nous, on est à notre troisième participation. L'année dernière, on était panélistes, cette année aussi. Je suis ici avec certains collègues qui viennent du Ghana, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Guinée-Bissau. Certains sont même panélistes aussi dans d'autres panels. Donc, je crois qu'il y a du progrès qui est fait. Alors, je prends appui sur ce que le directeur de l'ADEMAS a dit. Hein. La communication dans la communauté, elle est importante parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Souvent, nos dirigeants investissent beaucoup, mais les consommateurs qui sont donc, on va dire les populations, n'ont souvent pas l'information ou la bonne information. Donc, s'il y a des organisations qui le font, des ONG qui le font dans la communauté, maintenant, il faut trouver des organisations qui entretiennent cela au niveau, de manière permanente. Et voici comment nous avons pensé en tant que journalistes engagés dans la lutte contre les pandémies en Afrique, à pouvoir donc travailler ensemble pour faire avancer l'agenda, non seulement des États, mais aussi des partenaires comme l'UNICEF, comme l'UNFP et bien d'autres. Et nous sommes partenaires officiellement avec le Forum Galien. Et la souveraineté sanitaire ne peut pas être
gagner sans la souveraineté informationnelle. Parce que si vous laissez vos informations dans la bouche des autres, ce n'est pas très évident que vos problèmes soient posés au bon endroit. Donc, voici comment nous avons créé le REMAPSEN. Qu'il me soit permis en juste 2 minutes, M. James, puisque c'est une nouvelle organisation, de parler un peu de cette organisation et de voir quels sont nos ancrages par rapport à la thématique qui nous a été confiée. Le REMAPSEN, c'est le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. C'est une organisation professionnelle des médias. Nous avons voulu aller au-delà d'une association des journalistes. Les médias sont les employeurs des journalistes. Donc, en prenant les médias, ça nous permet de toucher le plus grand nombre de journalistes qui travaillent dans ces médias-là. Parce que nous estimons que les questions de santé, les questions d'environnement, nous sommes tous concernés. Personne n'est en dehors de ces choses. Il y a des journalistes qui tombent malades. Il y a des journalistes qui meurent de maladies. Donc, les questions que nous débattons nous concernent d'abord. Mais en plus, nous travaillons aussi pour que le plus grand nombre de personnes aient les informations dans nos pays. Alors, par rapport à ce qui nous a été demandé, nous, quand on a créé le REMAPSEN, vous devez savoir que le REMAPSEN a été créé en 2020, le 13 juin exactement. Et 2020, vous vous rappelez certainement la pandémie de la COVID. Bon, en réalité, on s'était déjà organisé avant. Hein. On avait une organisation appelée le Réseau des médias africains pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Donc, le professeur Marie-Cole Sec, vous savez, a été aussi responsable de Rollback Malaria. Vous comprenez donc le lien. Nous avons travaillé avec elle depuis très longtemps. Et en 2020, quand on a créé le REMAPSEN, on est venu donc se présenter à elle, parce que c'est notre maman. Elle est notre conseillère. Et je voudrais vraiment vous demander de l'applaudir et remercier le docteur Sec qui a travaillé avec nous pendant qu'on était engagés dans les questions de VIH. Vous savez, nous, on a besoin de formation. Les journalistes, là, dans leur cursus, il n'y a pas de cours sur la santé, il n'y a pas. Donc, quand vous sortez avec vos diplômes, c'est bien, mais si vous voulez vous spécialiser, vous devez avoir des hommes et des femmes qui connaissent la matière et vous donner. Parce qu'une information donnée par un journaliste, souvent c'est difficile de rattraper cela. Il y en a qui font des droits de réponse, mais combien de gens écoutent les droits de réponse? Quand une information est sortie, il faut veiller à ce que l'information soit bonne. Voici un peu notre engagement. Et l'une des choses que nous avions constatées, quand nous étions encore dans la lutte spécifique, dans la lutte contre le sida, on parlait déjà de féminisation du VIH. Féminisation, ça veut dire que les femmes sont plus touchées que les hommes. Et donc, on a dit, bon, on veut créer un réseau qui embrasse plus que le VIH, plus que le palu et la tuberculose, il faut qu'on prenne ça en compte. Et on a découvert que certaines maladies comme le cancer et bien d'autres maladies étaient également des maladies qui touchaient beaucoup les femmes. Donc, on a inscrit la question de l'égalité des genres dans nos statuts et règlements intérieurs. Ça fait partie des textes du REMAPSEN. Et quand on a inscrit, pour ne pas que ça reste juste inscrit, nous avons travaillé à ce que dans chaque pays, parce que dans le REMAPSEN, on a aujourd'hui 43 pays membres, on a commencé avec 17 pays, donc on est en train de faire en sorte que tous les pays africains soient membres de ce réseau. Et dans chaque pays, il y a une coordination nationale. Au sein de cette coordination, vous avez des points focaux chargés de l'égalité de genre. C'est très, très important. Et ces points focaux sont mis en réseau régional qu'on appelle la coordination régionale du genre et des droits humains. Donc, nous travaillons beaucoup sur la thématique. L'année dernière, ici à Dakar, à l'hôtel Novotel, nous avons eu un grand congrès d'une trentaine de pays africains venus des pays de plusieurs régions, sous-régions de l'Afrique, pour venir parler donc des violences faites aux femmes. On a eu le partenariat de ONU Femmes qui nous a accompagnés dans ce sens. Et quand on est sorti de là, on a sorti aussi un plan d'action qui est en train actuellement d'être mis en œuvre malgré quelques difficultés financières, parce qu'il y a des choses que nous faisons, on n'a pas besoin d'appui, mais quand on doit aller faire des conférences, on a besoin de louer des salles. Malheureusement, il nous faut souvent des appuis.
Mais ça, ce n'est pas un problème. On travaille vraiment sur la thématique et nous pensons, et je vais conclure ma première intervention sur ça, que les médias doivent être ces partenaires vraiment, que chaque organisation, qu'elle soit la société civile, qu'elle soit de l'État, qu'elle soit des institutions internationales, je remercie l'UNICEF, on travaille déjà avec eux, je remercie aussi l'UNFPA, on travaille avec eux, on travaille avec plusieurs partenaires aujourd'hui pour faire connaître le message. Les médias sont souvent catalogués comme des gens qui aiment le buzz, qui vont là où il y a des choses sensationnelles. Nous, on a voulu se détacher de ça pour être vraiment des médias de développement, des médias qui apportent leur contribution pour que l'information vraie sur la santé et l'environnement soit connue dans nos pays. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Bamba. I think you've raised some very important points. IT, please kindly confirm to us that Dr. Singh is online. And while you do so, just to make a few points, thank you so much for underscoring really the importance of information. We always say information is power. He who has information has power. But I think it's also important to broaden beyond the media and recognize that we each and every one of us, we have a responsibility to serve as vectors of good information. And this is where gender plays a very important role. If you do a simple daily live routine of a typical woman, where she is every single day, you realize that we've got to make sure information is also finding her in the places where she is, in the farm, where she works, around the stream, where she fetches water, in the marketplace, where she engages in a business. And so targeting of information is very crucial. So it's not just about that information, it's also how we target, we micro-target information to meet women and girls at the right places where they are so that we can have maximum impact. It also means that our imams, our pastors, and our priests, and our religious leaders, heads of households have a responsibility, to remind, as husbands or as brothers, to remind the mothers to do their mammography and breast cancer screening. That is crucial. As fathers, to remind, female members of our household to do this. So this responsibility is shared. The media cannot do it alone. They need our help, to make sure that we act as vectors of good information because information is power. I just wanted to put that point out there. Je ne sais pas si maintenant nous avons le Dr. Singh. Good to see you online. Okay. Thank you so much for joining us, Dr. Singh. We have a question for you. You've just been listening rather attentively to the discussions that have been going on. So my question to you is, in your opinion, what are the main structural obstacles that hinder the economic and social empowerment of women, particularly in Africa? Over to you. Okay, thank you so much for the question. From the if I'm not able to pay some of the work that difficulties getting across. If the IT could increase the volume, please. you have to remove the mic from that the Italian and sorry, we're having some difficulties. Important topics, and when we really talk about women's empowerment in Africa, specifically in the about who holds the power, and I think that's something that you the power to make decisions, to drive, actually be recognized. And I think that from my perspective, I would like to highlight 4 main obstacles. Value for equal work.
I mean, women are the backbone of health globe in the continent as well. The primary healthcare network is filled with nurses, midwives, and community health workers. Yet much are paid far less than male dominated roles, or the work itself is not valued. Many workers serving as I think service rather than skill, we weaken both the tenets of care systems. And another I would like to highlight is all men comprise about 50% of the health hold roles. Time and time again, as I've deployed programs across the continent for senior leaders, we almost always see a 4-to-1 male senior and mid-level health professions. It in the continent, cultural and patriarchal strongholds, they really stay within the public and private health systems, and it really precludes the promotion of women into positions that have decision-making power and authority. And sometimes even when female leaders exist in the system, they have to navigate disproportionate gender dynamics that also limit their decision-making power. So, to financial capacity and authority position even in the leadership of the organization. Something else that I want to talk about is the education leadership pipeline. The continent's other LMICs or responsibilities, lack of affordability. I mean, female education is often sacrificed for the education of the male child. And a lack, as I was talking about earlier, lack of financial value to women-led roles often results in these roles becoming non-viable to meet the needs of these women. They have the attached monetary value. All of these women then entered the work stream. They are met with unfriendly maternity policies or post-birth care, and that this often forces them to drop out of the workplace entirely. By the time we eventually reach a senior position in the pool of women is already small. So in the end, it's not really a capacity issue. It seems to be a structural design that fills or leadership even becomes an option. The last final obstacle I'd like to talk about, I mean, a lot of the other panelists have already spoken about this, so I won't really belabor the point. But women are culturally expected to care first and lead later. The invisible workload of childcare, elder care, home management, even enter the workforce, they have about 2 full-time jobs that they are already doing. It is time that we name this unpaid labor and design the policies that allow this unpaid labor to be treated as part of economic life, because it is part of our social fabric. And we need to start thinking about flexible hours within the healthcare system or childcare support. In this specific landscape and time when health sovereignty is so critical, it is so important that the continent takes a leap in shaping its own agenda and using its own local systems, its own local workforce without solution. Laws that can really be and women most is not equally and socially empowered. Thank you. Thank you very much. We had some difficulties listening to you there, but I think we got some of the nuggets. You underscored really
the importance of ensuring that women's unpaid work in domestic settings are reflected in GDP. Right now, GDP accounting does not take into account, the work that women do. A very interesting framework to analyze the multiple dimensions of women's engagement in productive work is the triple role framework, looking at the role women play, reproductive roles, their productive roles, and their community roles. And it clearly shows that a significant proportion of what women do goes unaccounted for, but represents the backbone really of economic life. So thank you so much for underscoring the necessity for us to change our mindsets. Once again, please, a round of applause. And kindly stay with us a little bit online as we may circle back to you. Professeur, vous avez la parole. Agréable d'être avec vous. Je voudrais encore une fois saluer vraiment tous nos panélistes, leur dire que nous avons aussi, en addition à tous les germes de changement que vous avez identifiés lors de vos interventions, nous avons 3 ou 4 personnes à entendre, à écouter sur le sujet. Ce sont des invités spéciaux du Galien que je m'en vais citer. Monsieur Faratal de Enda Santé, il est là? Monsieur Faratal de Enda Santé. Madame Gaye, Aminata Diouf, coordonnatrice de la cellule genre du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Elle n'est pas là non plus. Madame Aminata Falnian de l'AJS, l'association des juristes sénégalaises. Elle est là? Mais je sais que notre ami Djibril Diallo, je l'avais aperçu tout à l'heure. Est-ce que Djibril est là? Djibril est un de nos compagnons de lutte dans le domaine de la santé depuis l'UNICEF. Djibril est là, voilà, je vois sa main. Djibril, si tu avais quelques mots à ajouter à ce que nos panélistes ont dit à propos du leadership, à propos du mentorat, à propos du réseautage, est-ce que tu pourrais argumenter un petit peu? Il est là, Djibril? Il me semblait avoir vu. Djibril n'est pas là. Djibril n'est pas là. Donc, aucun des invités spéciaux n'est là. Oui. AFEM, la représentante d'AFEM. Oui. On peut lui donner la parole. Des invités du panel. Merci, Madame la modératrice, Madame la Présidente. Il n'y avait pas de nom particulier sur l'Association des femmes médecins, Oui, mais en étant une ancienne présidente de l'Association des femmes médecins, étant une membre fondatrice de l'Association des femmes médecins, oui. je vais me permettre de donner... J'en ai vu beaucoup tout à l'heure. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont peut-être dans d'autres oui. panels. Et a priori, j'aimerais effectivement revenir sur l'association, en fait, qui est là depuis 35 ans, qui au départ était juste pour une minorité de médecins, qui se disaient minoritaires parce qu'il y avait moins de femmes médecins que d'hommes médecins, qui sont donc regroupés en une association et qui, ensemble, traitaient donc des questions de femmes et des questions de santé. Et au moment de se rendre compte, en tant que minorité, elles sont vraiment approchées des problèmes des femmes, des jeunes, des enfants, des personnes vulnérables dans la santé. Et donc, elles sont en fait, finalement, en tant que sachantes, elles sont sorties des amphis pour aller au devant de la communauté, pour parler de prévention et se mettre au devant des communautés pour accompagner les communautés dans les connaissances qu'elles avaient des pathologies, dans les interventions qu'elles pouvaient apporter à côté de la communauté pour se rendre compte finalement qu'on a tendance, en tant que chercheur, en tant que professionnel, à minimiser le pouvoir des communautés.
Parce qu'en fait, on a tendance à penser que les communautés devraient en fait répondre à plutôt nos ordres, alors qu'en fait, de plus en plus, on se rend compte que les communautés sont capables. On a tendance à les prendre, je n'ose pas dire incapables, mais en fait, les communautés sont capables de prendre en charge au moment où, en fait, elles connaissent. Et donc, notre rôle en tant qu'AFEMS, c'est d'aller au-devant des communautés pour accompagner ces connaissances, accompagner la recherche, mais également aider à l'autonomisation. Parce qu'en fait, parce qu'elles savent, dès qu'une femme sait le danger que court son enfant, sa famille, sa communauté, elle est capable de chercher des solutions. Et c'est en allant vers ces solutions que les femmes médecins sont allées travailler sur la prévention des cancers, la prise en charge des maladies non transmissibles, la vaccination des filles contre le cancer du col. Et aujourd'hui, on peut dire que les femmes médecins sont au devant depuis 30 ans des consultations foraines qu'on avait initiées pour accompagner dans certaines zones et donc aller sur l'accessibilité des soins au plus lointain. En tout cas, c'est vraiment une expérience que les femmes médecins sont maintenant au devant des... Et elles sont actuellement dans une ONG, 3 Cap Santé, qui vraiment travaille avec d'autres organisations de la société civile pour justement accompagner l'État dans la prise en charge des pathologies. Merci. Beaucoup. Merci infiniment, docteur. Je crois qu'on n'a pas d'autre solution d'ailleurs d'impliquer les femmes médecins à ce niveau, jusqu'au niveau communautaire, et que l'accès à l'information pour les populations, l'accès aux soins de santé, que ce soit primaire ou non, que cet accès soit facilité par vous-même en tant qu'autorité, en tant que leader. C'est extrêmement important pour la compréhension des réformes du système sanitaire que nous voulons introduire dans le pays. Alors, nous allons peut-être ouvrir un petit peu, un quart d'heure de discussion, puisque nous n'avons pas d'autres invités spéciaux à écouter, mais avoir une petite interaction entre le public et les panélistes. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques que le public souhaiterait poser à nos différents panélistes? Bien entendu, chacun avec l'angle avec lequel il a entamé sa réflexion à propos et du leadership et de l'égalité entre les hommes et les femmes et des difficultés que les femmes et les jeunes ont pour accéder à des services de santé de qualité et des médias, la question des médias, l'utilisation des médias, l'utilisation de la recherche, des résultats de la recherche également. Voilà, nous allons ouvrir les débats. Qui voudrait prendre la parole? Oui, oui, vous, monsieur. Quelqu'un a levé la main juste derrière la femme. Derrière vous. On peut le donner le micro, oui. Voilà. Merci. Bonjour. Hi everyone. Le nom c'est Abesolo Hassan, entrepreneur dans le domaine de l'éducation et la santé. Donc je remercie tout d'abord les organisateurs de la 8e édition du Forum Galien, vraiment, et de la richesse justement des échanges. Merci chers panélistes, en espérant effectivement que tout ceci sera implémenté, voilà, à l'issue de ces échanges. Donc en fait, j'avais une question d'ordre climatique. Par rapport au changement climatique, justement, en rapport avec la souveraineté sanitaire, quel est justement, est-ce que nous étudions justement l'impact de ce changement climatique sur la santé mentale des populations, notamment les femmes en ce sens? Je vous remercie. Merci beaucoup. Parmi les panélistes, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Peut-être Madame Gilbert, non? À ce propos-là, qui voudrait intervenir? Oui, Amina, à vous. Thank you very much for this important question. So just quickly, one of the things that we're doing at Pathfinder International is to ensure that the intersection of climate and health is not forgotten, and that we have realized that if health systems are not deliberate in improving, their ability
to both adapt and, well, mitigate, but not so much in our kind of countries, but adaptation. So what we have done is to work with governments. You know, most of our governments at least have policies in place that are really related to environmental health and climate change. And we have, you know, some of these assessments that have been done, but there's a lot that needs to be done. Last week, Pathfinder, we launched what we call Women and Co in Nigeria. And Women and Co is brought together various women leaders and entrepreneurs and young people that are already doing a lot in the climate space to join with those that are in the entrepreneurship space and, you know, the finance space, because we realize that even managing or handling climate separately is going to also cause another division in the health system. So it has to be fully integrated. It has to be integrated into the health system. And I want to suggest one thing. For all the ministries or agencies, there's a lot that they can do to streamline and to earmark funds for women's health. And these funds, for instance, Ministry of Environment, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, you can see that all of these ministries have something to do with climate and also health. So is it possible that our governments can say 1 to 5%, depending on what we are able to do, of the financing or the budget of all these ministries can come to the health sector, if possible, or to the finance sector to go into the social determinants of health that include climate? If we do that, we will have some resources, and these resources can now be sustainable to be able to address our climate issues. But I agree with you, and some countries are already assessing. Next week, I think, is COP30, and there's a lot of discussions happening around the climate space. In addition to assessment, is also to consider and look at the gendered impact of climate change among the women, of course, and young people and young girls in our communities. Thank you. Cool. Merci bien, Amina. Moi, je voudrais bien poser une question et à la salle et à nos panélistes. De tout ce qu'on a dit, les différentes recommandations que nous avons eues venant de nos différentes interventions, j'aimerais avoir juste une idée de comment procéder pour que le Forum Gallien, les résultats du Forum Gallien puissent être écoutés ou entendus, pas écoutés seulement, mais entendus par et le gouvernement et la société civile et vous tous qui travailler et dans la recherche et à l'université dans le cadre de la formation et de l'éducation des populations. Comment nous pouvons procéder? Ce serait une bonne suggestion au Forum Gallien. Si quelqu'un veut prendre la parole. Voilà, merci bien. Apparemment, on me signale que vous ne voyez pas nos mains. Voilà, merci bien. Moi, je suis Drabo Maxime du Burkina Faso. Vraiment, je suis édifié par les interventions de tous les panélistes. Je suis médecin de santé publique. Mais un aspect qui n'a pas été touché, de mon point de vue, c'est l'adéquation entre les services et les attentes des bénéficiaires. Parce que, comme ma collègue du Sénégal l'a dit, on est très prescriptif. C'est-à-dire nous partons de nos certitudes et nous ne récoltons pas suffisamment les attentes. Je vais vous donner un exemple. Nous avons distribué au Burkina Faso beaucoup de moustiquaires imprégnés. Et puis, les gens ont utilisé les moustiquaires imprégnés pour entourer leur porcherie. Mais pourquoi? Parce que tout simplement la couleur de ces moustiquaires décourageait l'utilisation. Donc, j'ai entendu les journalistes dire ici, nous allons donner l'information, c'est bien. Les marketeurs sociaux, nous allons faire le marketing, c'est bien. Mais il faut aussi s'impliquer pour récolter dans les détails les besoins et les attentes des femmes bénéficiaires. C'est à ce seul point de vue-là
qu'on va pouvoir offrir des services qui répondent à leurs attentes. N'oublions pas que parfois leurs attentes aussi sont influencées par les avatars socioculturels que nous devons aussi prendre en compte. C'était juste ce que je voulais ajouter. Beaucoup. Merci, docteur. Oui. Donc, s'il vous plaît, la personne qui distribue le micro pourrait peut-être suivre un peu mieux et donner le micro à ceux qui lèvent la main. Merci beaucoup. J'étais en train de chercher un panel quand j'ai vu que c'est le professeur Ndioro Ndiaye qui préside ce panel, qui est pour nous une référence au plan à la fois sociale et professionnelle. J'ai entendu beaucoup de choses dans le forum des jeunes et j'ai vu une grande créativité au niveau des jeunes. Et je me dis, la souveraineté en Afrique, c'est possible. Ça ne doit pas rester un vain mot. Mais est-ce qu'on peut prétendre à la souveraineté entraînant les inégalités qui parcourent notre façon de vivre, notre socio-économique, nos institutions, etc., etc. Et la question fondamentale que j'aimerais adresser au Forum Galien, j'allais oublier au niveau du Sénégal, dans l'université, le CECI a introduit avec Eugénie Rocher-Ao, qu'elle repose en paix, le cours sur le genre que nous avons, que j'ai co-animé avec elle. Et l'objectif, ce n'est pas l'angle à travers lequel vous l'avez abordé, mais c'était pour que le journaliste, dans son travail, prenne en compte la question des inégalités, des manques d'équité, etc. Et je crois que c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, le Forum Galien ne devrait pas sortir de là sans faire une proposition pour que la question de la souveraineté sanitaire repose sur des piliers solides. Quand par exemple, le médecin, dans les maladies comme les diabètes, etc., le médecin te prescrit des médicaments. Il ne connaît pas tes capacités financières. Donc, il prescrit peut-être des médicaments qui coûtent cher. Donc, il y a beaucoup d'entraves et de problèmes qui sont là qu'il faut oser aborder et changer. Je crois qu'une des questions fondamentales, c'est vraiment la souveraineté dans la production des médicaments. Je vous remercie. Merci infiniment, Oumou Moukaïrignan, de la FARD. Oui, donnez le micro, s'il vous plaît. C'est parce que nous avons la lumière dans les yeux et moi, je ne vois presque pas la salle. Alors, si vous D'accord. Alors, merci beaucoup, professeur. Merci aux membres du panel et à l'assistance. Je vous remercie. Je m'appelle Eladji Gorgoatunde. Je suis journaliste correspondant auprès des Nations Unies à Genève. Alors, j'ai une question qui complète un tout petit peu d'ailleurs l'interpellation du docteur du Burkina et madame tout à l'heure. Il y a, je pense, c'est monsieur Cheikh Oumar qui avait parlé de l'accès aux médicaments. Et j'ai deux questions par rapport à ça qui se rapportent en une, parce que l'accès aux médicaments, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait, nous qui sommes notamment en Afrique, sachant que même si vous avez des médicaments pour aller dans une localité, parfois les moyens de transport, c'est difficile. Deuxième chose, même si le médicament est disponible, on a souvent de la difficulté à l'acheter. D'accord. Et tous ces médicaments dont vous parlez, j'ai l'impression que ce sont des médicaments qui ne sont pas non plus fabriqués chez nous en Afrique. Donc là, on est en pleine aussi encore dans la question de la souveraineté. Maintenant, la question de fond est-ce qu'il ne faudrait pas que nous, Africains, nous puissions
développer les savoirs endogènes, comment, et aujourd'hui, mieux pousser cette recherche, parce que je sais qu'à l'ONU, les questions, Mme Ndiaye a fait Genève, je pense quand on parle de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, jusqu'à aujourd'hui, les questions de la médecine traditionnelle traînent. Est-ce qu'il ne faudrait point que nous ayons le courage de pouvoir proposer cela et mettre ça dans la cagnotte des propositions de Galian 2025? Je vous remercie. Merci beaucoup, Ndoye. C'est très, très pertinent, la question. La question de la médecine traditionnelle nous couvre après, ça fait un quart de siècle, parce que tout simplement, on bute contre la réalité, ça veut dire la précision dans les calculs, les taux, quand on extrait les principes actifs, comment gérer cela? Comment conserver ce que nous savons? Nous avons tous travaillé dans la médecine traditionnelle ou dans la santé en général, dans les plantes médicinales qui ont des effets sur la santé de la mère et de l'enfant ou de la personne. Mais je dois dire, et honnêtement, c'est que si on veut progresser dans ce domaine, il nous faut être beaucoup plus sérieux, travailler avec plus de sérieux, être plus précis, aller jusqu'au bout et surtout être clair dans la définition des méthodologies. Chaque posologie doit être inscrite dans un cadre universel. Et arriver à l'universalité de l'utilisation des produits de la recherche sur les plantes médicinales et un effet sur la santé de l'homme, c'est un grand obstacle que nous avons en Afrique. Alors, il faut y travailler. Est-ce que les jeunes peuvent prendre ça en charge, en compte? Ce serait bien une conséquence du Galien, je le verrais bien, du Galien Afrique, parce qu'on est confronté à ce problème-là. Et moi, je voudrais aussi savoir si les associations qui sont là, est-ce qu'elles ont pensé, pardon, à cela? Est-ce que vous utilisez, est-ce que vous luttez contre ces difficultés quand vous êtes sur le terrain? Et qu'est-ce que vous proposez aux partenaires qui travaillent avec le Galien Afrique? Merci. Prendre la parole en attendant que le panel revienne vers toutes ces questions. Yeah. Mhm. Hello, my name is Fatu. I'm former USAID and current Harvard master's student. I think you've all touched on this thing with women and gender inequality, where it is an interconnected issue. It's holistic, right? And I'm very happy to see on the panel that we have a few male speakers, and I'm slightly sad to see that we don't have as many men in the panel watching it as well. And so I think as a woman, what you're saying to me feels like preaching to the choir, but most of the people who hold power and are in positions of change are men. So what is being done and can be done to empower men to support women? Because when we say feminism, it's both male and female, and together is the only way we will move forward. And also, what is being done to actually measure the progress and success? Thank you very much. So much. We will answer, come back to you when we will have around it here in the panel. Je sais que Speak Up Africa est dans la salle, peut-être. Yacine, tu es là? Hein? Je sais que tu travailles beaucoup sur le terrain. Vous êtes des partenaires privilégiés du Galien Afrique. Est-ce que tu vois une manière d'amplifier, d'améliorer tout ce qu'on a dit depuis hier, surtout depuis le dîner d'hier? Comment la communauté pourrait réagir à cela, aux différentes interventions que nous avons entendues, et qu'est-ce que Voix Essentielle peut faire, hein, pour aider?
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Donc, je suis Yassine Djibo, la directrice exécutive de Speak Up Africa. Et au niveau de Speak Up Africa, nous travaillons autour du plaidoyer et de la communication stratégique et tout ce qui est leadership féminin est au cœur de ce que nous faisons. Et nous avons une initiative en particulier dont la présidente vient de mentionner qui s'appelle Voix essentielles et qui est vraiment de pouvoir travailler avec des organisations qui sont dirigées par des femmes et des jeunes filles, des organisations à base communautaire, pour vraiment pouvoir soutenir leur engagement à travers un renforcement de capacité, à travers un programme de leadership et à travers l'accès justement à ces réseaux. Parce que je pense que c'est important de pouvoir avoir ces relais au niveau communautaire, mais c'est également important que ces voix des communautés soient également présentes dans toutes les instances de décision comme on a eu à l'entendre. Donc, pour nous, il est vraiment primordial de pouvoir continuer à trouver les mécanismes pour pouvoir soutenir le plus de femmes et de jeunes filles à travers nos différents pays et dans les communautés les plus profondes et ne pas toujours se limiter au capital. Et nous espérons justement à travers ce mouvement Voix essentielles que beaucoup d'autres groupes peuvent se joindre à nous pour pouvoir créer un véritable mouvement à travers toute l'Afrique. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Merci bien, Yacine. On me signale qu'il nous reste 7 minutes. Mon co-facilitateur, je voudrais peut-être qu'on leur donne la parole pour que chacun dise le mot de la fin et puis on va arrêter. Merci. Voilà, on va commencer par Madame Gilbert. Thank you so much for the excellent discussions and comments. I think from my side, I did want to flag the importance of allocation of domestic resources. So this is something we haven't discussed in the room today, but over the last 20 years, most governments have not allocated more than 7% to their national health budgets. So like I said earlier, the conversation about sovereignty is starting to look at that. The commitments, levering commitments for greater national domestic investments. And in that space, there needs to be very strong advocacy and measurements being put in place that it is inclusive and equitable. So, and that's for me, that will be a really strategic lever of change. The second one will be the voice of civil society. And if we have more networking in and outside the health sector and across sectors where women leaders can come together at different levels, we can unleash and build on the existing strong movement, but make it bigger and better. Thank you so much. Merci. Monsieur... Oui, monsieur. Ah, ok, merci. Alors, moi, je crois que en ce qui concerne notre secteur d'activité, la communication à travers les médias, nous pensons que les actions essentielles qui doivent être menées, c'est la sensibilisation des journalistes et des responsables de médias. Parce que malheureusement, il y a quelques difficultés à ce niveau-là. Il n'y a que 27% des femmes qui travaillent dans les médias. Les préoccupations des femmes qui sont traitées dans les médias, c'est juste 18%. Donc, s'il y a plus d'hommes, ils ont tendance à parler que de leurs problèmes. Donc, nous militons pour qu'il y ait plus de femmes au niveau des médias, pour que les vrais problèmes soient posés. Parce que si on a 18%, ça veut dire qu'on est à 82% des préoccupations des hommes qui sont traités. Donc, nous devons travailler à renforcer vraiment la présence des femmes. Et j'ai aussi constaté que dans les médias, on a seulement 31% des femmes qui ont des postes de responsabilité. Alors, vous voyez que les femmes sont vraiment en arrière. Il faut qu'on travaille davantage et ça demande vraiment beaucoup de sensibilisation. Il faut promouvoir aussi des politiques favorisant l'égalité salariale parce qu'il y a la discrimination aussi au niveau des salaires. Et la situation est différente selon qu'on est dans la presse publique ou dans les médias publics ou dans les médias privés. C'est un peu compliqué. Maintenant, on a des médias sociaux. Le temps n'est pas suffisant pour aborder toutes ces questions individuellement, mais je voudrais vraiment attirer l'attention des uns et des autres
que nous travaillons à ça. Et si on peut avoir donc des partenaires, en fait, pour nous aider à aller voir, donc à travailler dans ce sens, je voulais remercier Speak Up Africa qui travaille déjà dans plusieurs domaines. Nous sommes un des partenaires de Speak Up Africa à travailler, à faire avancer le mandat donc, de l'égalité des genres. Et je voudrais terminer par la mise en place donc, des mécanismes pour protéger les femmes journalistes de ce que nous appelons malheureusement le harcèlement. Et cela existe bien chez les médias. Il y a le harcèlement et cela n'est pas une bonne chose qui peut faire prospérer l'agenda de l'égalité des genres. Merci beaucoup. Merci bien. Chère Christine, à vous, le mot de la fin. Oui, d'accord, merci beaucoup. Je pense que la souveraineté implique forcément la disponibilité des compétences et le soutien de ces compétences à pouvoir réaliser un certain nombre de choses qui concourent à la liberté, mais également à pouvoir donner l'occasion d'impacter davantage. Et il y a plusieurs initiatives aujourd'hui qui sont prises, qui concourent à la formation, qui concourent, je dirais, au soutien, au mentorat, mais également qui font des efforts de mise en connexion de différentes compétences, de différents groupes de jeunes, de femmes et autres. Je pense qu'il s'agira de connecter davantage ces différentes initiatives de sorte qu'il y ait des réseaux régionaux et à travers ces réseaux régionaux, on aura plus d'impact. Et je pense que les questions, un certain nombre de questions qui sont venues tout à l'heure de l'assistance nous amènent à nous poser la question de savoir comment est-ce que tout ce qui se dit, tout ce qui se prend comme résolution pourra être mis à disposition et implémenté. Je pense que à la fin des initiatives comme celle-ci, ce que Forum Galien vient d'organiser, il faut qu'il y ait des déclarations, puisque Forum Galien a rassemblé pratiquement toute l'Afrique. Alors, des déclarations fortes et que cette déclaration soit mise à disposition des gouvernants et des utilisateurs pour s'en servir. Je pense que ce n'est qu'à ce titre qu'on peut effectivement voir implémenter les belles idées qui sortent et qui sont consignées à l'issue de ces genres de rencontres. Bravo. Merci bien. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Moi, je voudrais d'abord peut-être insister sur le rôle de la société civile par rapport à l'amélioration de l'accès et de l'équité dans nos pays, avec certaines organisations et surtout certaines stratégies. J'ai parlé tout à l'heure de la stratégie de marketing social qui existe dans pas mal de pays, comme je l'ai dit, et qui sont en réseau des organisations de marketing social de l'Afrique de l'Ouest et qui peuvent vraiment beaucoup apporter au pouvoir public et dans plusieurs domaines. Parce que bon, aujourd'hui, si on regarde bien le profil épidémiologique de nos pays, ce profil est en train de changer. C'est plutôt les maladies chroniques également qui causent un problème réel, notamment donc certaines maladies cardiovasculaires, des cancers, les diabètes, etc. Et c'est des problématiques auxquelles je pense que nos gouvernements devraient s'attaquer très tôt. Parce que ces maladies chroniques sont en train de faire des ravages dans nos pays. Et je pense que les autorités sont conscientes de cela et qu'on pourrait aussi s'appuyer sur des organisations de marketing pour pouvoir les aider à créer la demande de services, mais surtout sensibiliser les populations. Parce qu'on a toujours dit que, d'ailleurs avec le ministre de la Santé, il est d'accord, ils sont maintenant un peu orientés vers la prévention et la promotion de la santé. Depuis longtemps, ils se sont mis sur le curatif. Et désormais, je pense qu'ils sont conscients qu'il faut tout faire pour éviter il faut éduquer les populations, pour éviter que les gens tombent malades et submerger les structures de santé.
Donc, je voudrais faire un appel, en tout cas, pour qu'on puisse encore mieux soutenir ces organisations pour accompagner les pouvoirs publics, permettre aux populations d'accéder à l'information, aux services et aux produits de santé. Merci. Sadbou. Mais hier, le ministre de la Santé en a parlé, qu'il est en train de tout faire pour que ces services fassent la translation du curatif vers le préventif. Et c'est peut-être ça le problème. Ça ne peut pas se faire sans la recherche, ça ne peut pas se faire sans, voilà, sans l'autonomie, sans pas mal de choses qui ne sont pas encore réunies. Mon cher Phil, est-ce qu'on peut donner la parole à Amina? Oui. Thank you very much, Prof. A lot has been discussed here, to be honest. And one of the things I feel is coming to Ghanaian Africa, I have seen that we have a lot of young people that are already doing so much. You know, in the room here, we have more women, for instance, that are listening to us, and even in the entire, program. So the challenge is by the time they reach that leadership level, somebody has said it, we have a very low representation of women in leadership. So how do we, my suggestion would be to support these women entrepreneurs, women scientists, female leaders that are emerging, not to drop from the leadership ladder. And I think Ghanaian Africa Forum is the right platform for us to all work together, to rally around, to support each other, to ensure that, Africa that we know before is not the Africa that is for the future, because I think future Africa will be led by women, but they have to have the skills, they have to be ready to take on those leadership positions. And I'm glad to see the women that have been awarded today. They're an example of women doing so many things across the continent. And mentorship, as one of our colleagues mentioned, has been critical in this whole element of bringing the new generation. And I will continue to also say that with Pathfinder and with Women & Co, what we are planning to do is to have women come together from different sectors to co-create solutions that are created by women. I mean, solutions that women themselves will create based on their lived experiences, because a lot has been happening. The health system needs to be ready for women, and the social determinants of health that we've said about, we cannot achieve health sovereignty without addressing universal health coverage and without addressing, the vaccines, production of medicines, local production. And I also agree with the journalists that talked about research and development around traditional medicines. Africa, we don't have to wait for things to come to us. We have to continue and start building research around what we have. We have all the trees, plants, we have the soil, we have the minerals, we have everything. And I think it is high time we start making our own commodities, our own health commodities that would work for us. So research is important, production is important, and we need to just ensure that the health sovereignty we're talking about is not lip service. Thank you. Bien, Amina. Madame Chastine, moi, je vais vous laisser clôturer. Je voudrais juste dire 2 ou 3 mots et je vous laisse clôturer la session. Moi, je voudrais juste partager avec vous quelques messages clés sur l'équité de genre, qui est un impératif éthique et stratégique pour la souveraineté sanitaire. C'est le premier. Le second, c'est que les femmes, en tant que soignantes, mais en tant qu'agents de santé communautaire, en tant que leaders et professionnels de la santé en général, doivent être au cœur des réformes sanitaires. Et cela pose le problème, c'est vrai, d'être autour de la table de décision, comme on l'a toujours dit, on le dit en politique, on le dit aussi en économie, mais en tant qu'actrice réellement dans les systèmes de santé. Il ne s'agit pas seulement d'être là autour de la table, mais il s'agit de travailler, de pousser et d'influencer le mouvement que l'on veut créer.
La question du mentorat et du plaidoyer aussi a attiré notre attention. La question des médias et de l'autonomisation économique des leaders constitue des leviers essentiels pour corriger les inégalités. Une approche inclusive également, intégrer tout le monde, intéresser tout le monde, prendre en compte les intérêts de toutes les couches de la population, c'est absolument indispensable pour le succès des différentes réformes que nous envisageons. Je pense que cette session a été très, très importante, Céline, et elle nous a démontré que cette souveraineté sanitaire dont on parle ne peut pas se faire sans les agents qui font la souveraineté sanitaire. Et les agents qui font ça, c'est les femmes, c'est les jeunes, c'est les hommes et les femmes, et c'est les jeunes dans toutes les communautés. Et alors, ne pas exclure les différentes franges de la société dans les décisions que l'on prend pour la santé publique dans nos différents pays, c'est essentiel. On en parle depuis des années, mais je pense que quand je regarde ce que nous avons réussi depuis Alma-Ata et Mamadou est là pour en témoigner, je crois qu'on ramasse les mêmes, on rabâche les mêmes choses, les mêmes difficultés et les solutions tardent à arriver. Et nous comptons sur Galien Afrique en particulier, pour pousser nos autorités à prendre les bonnes décisions, à les implémenter et puis à communiquer là-dessus, nous dire on avance, est-ce qu'on n'avance pas, est-ce qu'il y a des obstacles, quels sont les obstacles et quelles sont les solutions pour lever ces obstacles-là. Sinon, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. So I started off by sharing some statistics with you. Statistics are very powerful, and I'd like to end with them. I said every 4 minutes, a woman in this region dies as a result of childbirth-related complications. Every 4 minutes. We've spoken for an hour, 30 minutes. Pause for a moment and imagine the sort of crisis we're dealing with. I also said every 17 seconds, we lose a newborn. Every 17 seconds, a baby dies, newborn. And I also said 1 in 3 girls in this region is a mother while she's still a child. These 3 data points should keep us reflecting. So when we talk about health sovereignty, it's not just about laboratories, it's not about companies, not just about medications. It's also about how we reset the social norms in this continent in ways that advance positive masculinity. I'm talking to your question now, Fatou. We need to reset our norms, ways that encourage and advance positive masculinity. And as UNFP, we've done that through the SWEAT project. It is working, but more has to be done there. We've got to really attack important inequities and risks related to fiscal space constraints in Africa. Our governments are dealing with very constrained fiscal space. The wiggle room to implement policies, is becoming very constrained. So important questions have to be asked to global institutions about why it is that it's very expensive for our governments to have access to resources that we need. Yeah. That's the second. Yeah. The third thing is that we need to understand the new norm. The world has changed. It's never going to come back. ODA is evaporating. Absolutely. We need to wake up and smell the coffee. And that means domestic resource mobilization is crucial. In Niger, earlier this year, a telethon was organized. And the Niger government, with civil society support, was able to raise 1.4 billion francs CFA from common people to support maternal mortality reduction. Yeah. 1.4 billion francs CFA. This is a reflection of governments and people saying we need to take our responsibility. We can no longer wait for the United States or the European Union. We need to be sovereign and take a responsibility into our own hands. Absolutely. So this is important. The other thing which I want to say is our governments in this region committed to something called the Abuja Declaration.
we will give 15% of our budget to healthcare. But that has not happened. No, In fact, the inverse is happening. 10 years ago. And there's some reasons why. With terrorism spreading across the Sahel, governments are clear. If we cannot govern, if we cannot impose governance, then we cannot even talk about healthcare. So that means more work has to be done preventing the outbreak of conflicts, addressing the structural forces that drive conflicts across the region. Benin, for example, in its last defense budget, it actually went up. And we know that when defense spending and allocations go up, health allocations go down. So we've got to really focus on these dynamics and attack some of the structural factors at the base. And we are also dealing with megatrends, climate change. Climate change is reconfiguring, is joining with conflicts to reconfigure the human geography of the entire region. 4.9 million people displaced in this region. That is a crisis. And what does that mean? It means we need to readapt our health strengthening and health system capabilities. Perhaps a mobile strategy which would allow us to meet people, displaced populations, where they are found. And that is why UNFPA is proud of the humanitarian midwife roster which we've launched. When floods hit the Sahel in June last year, women, some from this country and across this region, in canoes, breezing through odds, went to provide midwifery care to expectant mothers, women. And this is a game changer because now we are adapting and we are becoming more agile to problems that are going to stay with us. So in sum, our thinking must adapt accordingly. The world has changed. We need to be on our feet and change accordingly. But above all, the time has come, and I think it's a key recommendation for us to advocate for governments to commit at the highest level of political will to make maternal mortality reduction, accelerated maternal mortality reduction, a key government priority. If a bomb exploded in this country, killing a baby every 17 seconds, if something happened in this country, killing 4 women, every minute, it would be a national emergency. We need governments to declare maternal mortality acceleration a national emergency and to associate the necessary resources to deal with it. Absolument. Thank you Et so on much. le fera, on le fera. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup aux panélistes, à vous tous. Merci aux participants. Je pense qu'on a un petit peu avancé dans la réflexion. Il nous faut être plus pratique juste. Et dans nos conclusions, nous essaierons de coordonner cela pour le compte de Galien Africa. Merci à Galien Africa. Que Galien Africa vive. Et merci à Eva et à toute son équipe. Voilà.